Bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation pour parler de la partie RCP avancée. Alors, ça va être un petit peu, assez peu de nouveautés hein, dans la partie ALS. Il y a des précisions sur certains points, mais pas de révolution ou pas de gros changements comme on a pu le connaître dans les recommandations précédentes. Euh, alors, les 5 messages principaux, et vous allez voir qu'il y en a qui vont déjà être abordés après, donc je vais être un peu réduit. Donc, le premier, et c'est assez évident, c'est qu'il faut faire une réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité avec des interruptions minimum, une défibrillation précoce et le traitement des causes réversibles. Donc, ça, c'est évident, mais c'est important de le rappeler parce que c'est quand même le rôle principal des équipes médicalisées sur place, c'est d'assurer que la RCP soit de haute qualité et toutes les autres interventions qu'il va y avoir après, finalement, ont beaucoup moins d'importance en termes de pronostic. Donc, voilà, la première chose, c'est avoir une bonne qualité de la RCP. Ensuite, un des autres points, c'est qu'il y a souvent des signes et des symptômes qui ont lieu avant l'arrêt cardiaque, en intra ou en extra-hospitalier, et du coup, l'arrêt est évitable chez de nombreux patients. On va parler du contrôle des voies aériennes, quand c'est qu'il faut intuber, quelle est la recommandation à ce niveau-là. Utiliser l'adrénaline tôt pour les rythmes non choquables d'arrêt cardiaque, mais ça c'est Tahar qui va parler de l'adrénaline après, donc je ne vais pas aborder ce sujet. Et puis chez les patients sélectionnés, il y a une place à l'extracorporeal life support, et là c'est Eric Cesario qui en parlera après. Donc finalement j'ai les 3 premiers points à aborder. Alors, la première chose, c'est prévenir l'arrêt cardiaque. Il y a une partie sur l'intra-hospitalier. C'est important, on n'en parle probablement pas assez des arrêts cardiaques intra-hospitaliers. Et il faut mettre en place dans vos hôpitaux des dispositifs qui permettent de prévenir l'arrêt cardiaque, donc de repérer les patients qui sont graves et qui peuvent s'aggraver et évoluer vers l'arrêt cardiaque. Et dans les recommandations, il est rappelé les scores. Donc le News 2, là, c'est celui que j'ai mis, qui est recommandé notamment en Angleterre, qui est déployé et qui permet, en fonction d'un score très simple de surveillance pour les équipes paramédicales, de savoir quand alerter le dispositif type urgence vitale intra-hospitalière, quand prévenir juste son médecin en fonction du niveau du score. Donc, c'est un dispositif qui est intéressant à déployer dans vos hôpitaux. Au niveau extra-hospitalier, il y a effectivement un rappel qu'un tiers des patients ont des symptômes dans les 48 heures qui précèdent l'arrêt cardiaque, que ce soit une douleur thoracique, malaise, syncope, dyspnée. Et donc, bien réindiquer aux médecins ces signes d'alerte, le rôle de la régulation et du centre 15 pour prendre en charge ces patients avant qu'ils évoluent vers l'arrêt cardiaque. Une autre chose, et là c'est pareil, je vous invite à vraiment mettre ça en place dans vos hôpitaux, c'est le numéro d'urgence qui devrait être mis en place en toute l'Europe, dans tous les hôpitaux pour les urgences vitales intra-hospitalières, donc le 2222. Ça a plusieurs avantages. D'abord, ça permet à toutes les personnes qui changent d'hôpitaux de savoir quel est le code d'urgence vitale pour déclencher quand il y a une détresse vitale dans son hôpital. Donc le 22-22, alors nous sur Grenoble, on le met en place et ça tombe sur le 15 comme ça tombait avant sur les urgences vitales, mais du coup on met en place ce numéro européen et c'est un effort, je pense, qu'il faut faire dans tous les hôpitaux. Dans les autres questions, et là, pas vraiment de nouveauté, mais je suis un peu obligé d'en parler. Donc, quand ne pas démarrer la réanimation cardio-pulmonaire? Quand la sécurité des sauveteurs est menacée, c'est assez évident. Quand il y a des lésions mortelles, évident. Quand il y a des directives anticipées valides, et on sait qu'on ne l'a pas souvent. Quand la RCP est considérée comme futile en fonction des choix et des valeurs du patient, donc ça c'est assez large. Et puis il y a un peu des critères cliniques qui sont un petit peu plus détaillés, où il y a la systole persistante plus de 20 minutes avec une RCP spécialisée en absence de cause réversible, ou l'arrêt cardiaque sans témoin avec asystolie, quand le risque pour le patient est supérieur au bénéfice attendu. Donc, en gros, ça permet de mettre tous les patients qui ont des comorbidités sévères dans cette catégorie et de laisser un peu le choix aux équipes de réanimation. J'en ai parlé, je ne vais pas revenir, il faut vraiment, c'est un des rôles et c'est l'intérêt d'avoir un médecin dans une équipe de réanimation, hein, c'est de pouvoir rechercher les causes curables qui sont les 4H et les 4T, l'hypoxie, l'hypovolémie, les causes métaboliques, l'hypothermie, les tamponnades gazeuses ou liquidiennes, les causes toxiques et les causes thrombotiques. Donc vraiment, penser à ça dans sa prise en charge, c'est un des points importants. Sur la défibrillation, il y a une petite précision. Alors, il rappelait qu'il faut défibriller dès que possible. Le tranché entre est-ce qu'il faut d'abord faire un massage cardiaque ou défibriller, en gros, il n'y a pas de bénéfice à l'une ou l'autre des stratégies, mais il est recommandé de défibriller le plus tôt possible. Et puis, c'est si vous avez un doute, ce n'est pas la peine d'aller chercher la petite fibrillation vraiment minime et d'avoir un doute sur le fait s'il faut choquer ou pas.
Dans ces cas-là, il est marqué dans les recommandations qu'il est probablement préférable de ne pas choquer, de faire une réanimation, d'essayer d'améliorer cette fibrillation et de la choquer à ce moment-là. Donc s'il y a un doute sur le tracé, pas choquer. Il est rappelé également le placement correct des électrodes et ils ont un petit peu, alors qu'on le voit sur cette image, l'électrode du bas est vraiment un peu plus postérieure que ce qu'elle était probablement souvent dans les prises en charge. Donc bien insister sur ce placement correct des électrodes. Et puis dans les petites nouveautés également qui sont citées, il est marqué qu'il faut éviter de mettre une PEP parce que ça modifie l'impédance thoracique et notamment en cas de choc réfractaire, ça peut augmenter le risque d'échec de choc. Donc, en plus des effets hémodynamiques qui peuvent être discutables sur la PEP, dans la défibrillation, c'est clairement écrit dans les recommandations. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi l'option, en cas de fibrillation ventriculaire réfractaire, de revérifier le positionnement de ses pads et éventuellement de changer de position. Alors, c'est difficile parce que ça peut induire du no-flow, mais en tout cas, c'est une option possible donc de le replacer en antéro-postérieur en cas de V réfractaire si on veut faire qu'on a l'impression qu'on n'a pas une défibrillation qui est optimale. Ça, ce n'est pas une nouveauté, c'était déjà dans les recommandations précédentes. Est-ce qu'il faut mieux faire des doses fixes? Je vais couper mon... Est-ce qu'il faut mieux faire des doses fixes ou augmenter en intensité de choc? Eh ben, il est indiqué, alors il y a pas, franchement le niveau de preuve il est très bas, mais une stratégie qui augmente l'intensité, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir toujours le même niveau à 150 joules, de passer de 200, 300 puis 360 joules en biphasique, eh ben, c'est probablement mieux et a plus de chances d'avoir une réussite de défibrillation. Donc, c'est la stratégie qui est recommandée. Et pareil chez l'enfant, on peut monter jusqu'à 8 joules le kilo si on a des échecs de défibrillation. Il y a une précision qui a été faite sur cette technique qui a été un peu employée surtout dans les pays anglo-saxons. Il y a des case reports, il y a une étude qui est en cours là-dessus sur la double défibrillation séquentielle en cas de fibrillation ventriculaire réfractaire, c'est-à-dire de mettre deux défibrillateurs, de choquer en même temps avec les deux défibrillateurs. Globalement, c'est recommandé, ce n'est pas recommandé de faire ça. D'abord, c'est un risque pour votre matériel et puis ça ne va pas montrer de bénéfice. Donc, pour l'instant, ce n'est pas de recommandation de faire ce type de double défibrillation. L'autre point, c'est le contrôle des voies aériennes. Alors ça, c'est ce que je mettais dans mes enseignements depuis, et finalement, il y a assez peu de changements. On a dit qu'il fallait intuber dès que possible, ne pas arrêter la réanimation pour intuber, pardon, avoir une ventilation un peu protectrice, pas trop rapide, à 6 ou 7 millilitres par kilo. Et ça permet le massage continu en dissocié de la ventilation. Alors, il y a eu quelques études là, qui sont sorties depuis. D'abord, une grande étude française qui comparait la ventilation au bas-vu versus une intubation endotrachéale quand les équipes de SMUR arrivaient. Étude randomisée, publiée dans le JAMA. Et là, clairement, c'était donc plusieurs milliers de patients donc étude randomisée, prospective, et en comparant sur le devenir neurologique, sur est-ce qu'on intube ou est-ce qu'on ventile au bas-vu pendant toute la réanimation, clairement, pas de différence, 4,2 versus 4,3% de bon devenir neurologique. Donc, pas de bénéfice en termes de survie à intuber. Ça, c'est un message important. Ça veut dire qu'il faut, même si on sait qu'on a un très haut niveau d'intubation, y compris à la première tentative chez ces patients en arrêt, dès qu'on commence à avoir une intubation qui va être difficile, on sait que ventiler au bas-vu, ça fera aussi bien sur le pronostic neurologique. Donc, ne surtout pas s'acharner, surtout pas dégrader la qualité de la réanimation pour essayer d'intuber un patient. Ça, c'est un premier message important. Après, il y a quand même des avantages à intuber. Il y a plus de patients qui sont admis vivants à l'hôpital. Ça sortait de façon significative. Il y a moins de patients qui vont avoir d'inhalation, de régurgitation de contenu gastrique, 2 fois moins, 7,5 et 15,2. Donc, il y a quand même quelques éléments qui peuvent dire qu'on n'a pas complètement envie d'abandonner l'intubation, mais en tout cas, sur le devenir neurologique, pas de bénéfice clair. Il y a eu 2 études également là, anglo-saxonnes, une anglaise, une américaine, qui comparaient dispositifs supraglottiques à intubation dans ces systèmes. Donc, un avec l'AIGL, l'autre avec le laryngotube. Et dans ces 2 études, globalement, ça fait aussi bien, même un petit peu mieux pour l'AIGL dans le système, non, pardon, pour le laryngotube dans le système américain. Et donc, dans les recommandations, ce qui en ressort un peu de ces études, c'est
Aux États-Unis, le laryngotube fait globalement mieux que l'intubation, mais ils ont 51% de succès d'intubation. Donc, clairement, on n'en est pas là. On ne réussit pas l'intubation une fois sur deux. En Angleterre, l'IGEL est équivalent à l'intubation, mais également que 69% de succès d'intubation. Donc, ce n'est pas non plus exceptionnel. Et en France, pas de différence, mais seulement 2,1% d'échecs d'intubation. Donc, clairement, le message, et c'est vraiment ce qui ressort des recommandations, c'est il faut utiliser ce qu'on sait faire et sur lequel on est bon. Donc, si on utilise un dispositif supraglottique, si on dispositif un contrôle des voies aériennes, on a le choix, clairement, soit le dispositif supraglottique, soit l'intubation pour les patients, lorsqu'on a un haut niveau de réussite d'intubation, ce qui est clairement le cas en France. Donc, on a le choix entre les deux, et ça dépend de votre organisation locale, de vos pratiques, mais vous avez le choix entre intubation ou dispositif supraglottique. Voilà. Si on peut continuer à ventiler au bas-vu, c'est aussi une option, c'est dans les recommandations. Et dans les systèmes qui ont un faible niveau d'intubation, il vaut clairement mieux mettre un dispositif supraglottique. Voilà pour la partie ventilation. Un petit mot sur la partie monitoring. Donc, bon, ça, c'est facile. Quand on a ça, on a envie de choquer. Ça, c'est la partie monitoring ECG, mais ça, on en a déjà parlé. Il y a un rôle important de la capnographie. On ne peut plus prendre en charge un arrêt cardiaque sans capnographie, clairement. Et je sais que c'est heureusement largement le cas en France. Ça permet de contrôler l'intubation, ça permet de monitorer la qualité de la réanimation cardio-pulmonaire, ça permet de détecter une RAX, on a l'augmentation avant l'élévation du pouls, et puis il y a une valeur pronostique qui doit être prise en compte comme seuil décisionnel, et le seuil des recommandations, c'est 10 mm de mercure, donc il est quand même très bas ce seuil. Et si on a 10 mm de mercure de TCO2, notamment à 20 minutes de réanimation, clairement, c'est un élément qui est très en faveur d'un pronostic défavorable et qui permet d'arrêter la réanimation associé aux autres critères, la durée de low flow, de no flow, les comorbidités, donc tous ces éléments à prendre en compte, évidemment. Une place sur l'échographie qui est marquée, et là, ils sont très prudents sur l'échographie. Ça peut avoir un intérêt. Clairement, ça permet potentiellement d'identifier des causes curables d'arrêt cardiaque. Par contre, il y a vraiment une alerte qui est mise. Il y a des risques de pose de RCP, donc il faut vraiment s'entraîner si on met en place cette échographie dans sa stratégie pour pas que ça fasse de pose de RCP. Et puis l'autre alerte, parce qu'on en entend souvent parler, de diagnostic d'embolie pulmonaire. Clairement, là, il y a vraiment une attention qui est portée. Il y a une dilatation du ventricule droit dans les arrêts cardiaques, de toute cause, parce que c'est dans la physiologie de l'arrêt cardiaque qu'on va avoir cette dilatation du ventricule droit, et on ne doit surtout pas s'en servir pour faire le diagnostic d'embolie pulmonaire, avec les conséquences que ça a derrière en termes de thérapeutique. Donc, pas de surinterprétation de la dilatation du VD. Le point sur la voie d'accès intraveineux, donc la voie intraosseuse, elle est marquée en deuxième intention en cas d'échec de voie veineuse périphérique. Pareil, ne pas faire arrêter la RCP. On a les deux sites, tibia ou humérus, mais on pourra. Et puis, on rappelle sur le fait que ça permet d'avoir des concentrations plasmatiques qui sont très bonnes. Il y a eu un petit peu, donc là, c'est le site huméral, qui va être probablement plus à privilégier, je vous montrerai pourquoi derrière, où on a clairement une très bonne diffusion pendant le massage cardiaque lorsqu'on injecte dans la tête de l'humérus. Il y a eu des discussions sur le sujet, c'est pour ça qu'il y a eu une revue de la littérature qui a été faite pour ces recommandations. À partir d'études randomisées, ils ont regardé le pronostic des patients, s'ils avaient eu de l'intraveineux ou de l'intraosseux, et en comparant notamment l'étude ALPS qui comparait amiodarone, lidocaïne ou placebo. Globalement, dans ces analyses, et c'est confirmé par d'autres, l'intraveineux semble faire quand même mieux que l'intraosseux en termes de, quels que soient les groupes de patients, en termes de survie. Alors, c'est toujours difficile à interpréter parce que souvent, quand on fait intraosseux, c'est que la réanimation peut être plus prolongée, il y a d'autres facteurs, mais là, c'était dans une étude randomisée, donc il y a une petite alerte, c'est quand même peut-être pas complètement aussi bien que l'intraveineux, et donc ça sert de voie clairement de secours, mais dès qu'on peut probablement repasser à l'intraveineux. Et puis un des autres points qui était discuté, c'était le site d'accès. Est-ce que le tibia, c'est pas un peu trop loin, et du coup ça expliquerait pas ces résultats, et donc il y en a qui discutent de favoriser plutôt l'humérus, mais pour l'instant on n'a pas de données pour ça. Donc,
Voilà. Sur les algorithmes de traitement, et là, pas de changement, mais je pense que Tara en reparlera. Rythme non choquable, l'adrénaline le plus tôt possible. Rythme choquable, c'est que dans la fibrillation ventriculaire réfractaire. Et là, après le troisième choc, on a l'adrénaline et l'amiodarone, ou la lidocaïne, qui revient avec une place équivalente à l'amiodarone, mais comme il n'y a pas vraiment de bénéfice de l'un par rapport à l'autre, je pense que ça n'a pas d'intérêt de changer nos protocoles de prise en charge, donc restez à l'amiodarone. Si la lidocaïne vous plaît, vous pouvez. 300 mg et puis 150 mg après le cinquième choc si on est toujours en fibrillation. Et puis, le dernier point en thérapeutique, c'est le rappel de la place de la thrombolyse. Et là, on a les belles études de l'équipe nantaise, à partir des données de REAC, qui montraient clairement qu'il y avait une survie chez les patients thrombolysés en cas de suspicion d'embolie pulmonaire. Donc, je dis que l'écho ne permettait pas de faire le diagnostic, mais de temps en temps, on l'a, ce diagnostic d'embolie pulmonaire, où on le suspecte simplement, et là, ça suffit pour thrombolyser. Et donc, on peut thrombolyser soit avec de l'actilyse, soit avec de la métallyse. Ça, c'est Et par contre, quand on thrombolyse, 60 à 90 minutes après la thrombolyse de RCP. Voilà l'algorithme récapitulatif de l'ensemble de la prise en charge, qui n'a pas vraiment changé. On rappelle sur la RCP de haute qualité, avec l'oxygène, les compressions continues, l'accès intraveineux, l'adrénaline, l'amiodarone, traiter les causes curables. Pensez à la suite, le RCP mécanique pour le transport, et pensez surtout aux indications d'ECMO. Et puis, après la RAX, et là, on sort un petit peu du sujet, mais vraiment avoir une prise en charge optimale après la RAX pour limiter les lésions de reperfusion. Voilà. L'ICPR, je ne vais pas en reparler parce que Eric, c'est vrai qu'il y a une très belle étude randomisée sur le sujet, mais il vous l'abordera, et qui a montré vraiment l'intérêt de l'ICPR pour des patients très sélectionnés. Et pour finir, un petit mot de l'algorithme pédiatrique qui n'a pas changé. La seule chose qui est vraiment nouvelle dans cet algorithme, donc on commence toujours par 5 insufflations pour un enfant qui ne respire pas normalement, 2 insufflations et 15 compressions après pour les professionnels. Et puis ce qui change, c'est la fréquence de la ventilation, où il faut adapter en fonction de l'âge la fréquence de la ventilation, parce qu'on a tendance probablement à hypoventiler ces enfants qui avaient besoin de plus de ventilation. Donc 25 chez le nourrisson, 20 supérieurs à 1 an, 15 supérieurs à 8 ans, et on revient chez l'adulte à partir de 12 ans. Donc voilà, la seule modification dans la prise en charge, en tout cas pour la RCP un peu avancée chez l'enfant. Et bien orienter les patients sur des centres qui prennent en charge ces arrêts cardiaques, qui ont l'habitude des cardiac arrest centers. C'est un niveau 2A de recommandation, parce qu'on peut faire de la coronarographie à 24, parce qu'on a la maîtrise de la technique du contrôle ciblé de la température, il y a une expérience des équipes, et puis il y a de l'ECMO, et c'est ça qui va permettre d'améliorer le pronostic des patients après la reprise d'activité circulatoire. Donc, favoriser vraiment l'orientation des patients dans des centres adaptés. Voilà, donc en conclusion, et pas vraiment, il faut vraiment optimiser la RCP, c'est vraiment le rôle de l'équipe médicale, et ça, c'est optimiser la RCP pour protéger le cerveau, c'est vraiment une réanimation cardio-cérébrale plus que cardio-pulmonaire. Et puis, ne pas induire de nos flots avec des actes techniques. Et c'est vrai que là, on a vraiment des données. Batailler sur une intubation en arrêtant le massage, clairement, c'est délétère. Il vaut mieux arrêter pas intuber, continuer à ventiler au bahut et privilégier le massage cardiaque. C'est vraiment ça le message dans la réanimation. Voilà, merci de votre attention.